Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour Poker et Stratégie. Ma chaîne YouTube aujourd'hui, sur cette vidéo, c'est le bilan de mes résultats de poker sur la semaine dernière par rapport à la toute première vidéo que j'avais faite pour faire un point maintenant régulier chaque semaine sur mon évolution. On va voir la gestion de bankroll aussi, je vais parler un petit peu de ma gestion de bankroll et puis de ce que j'en pense avec les années d'expérience. Et à la fin, on verra aussi le plus gros pot perdu et le plus gros pot gagné cette semaine en cash game pour moi. Avant de commencer cette vidéo, je t'encourage à liker cette vidéo, c'est important pour les faire connaître et puis pour m'encourager à en faire d'autres également. Et donc à t'abonner aussi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec donc, le tableur que j'ai fait exprès pour suivre les résultats chaque semaine. Donc si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, je rappelle rapidement, je compte mes années de septembre à septembre. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que j'ai repris le poker en 2019, donc il y a un an, un peu plus d'un an, avec 460 € qui étaient uniquement sur Winamax, que j'avais laissé de ma précédente bankroll. J'avais retiré les 3/4 et j'avais gardé 460, enfin un peu moins de 400, mais j'avais regagné un petit peu en paris sportif entre les deux. Et voilà, jusqu'à 2019, j'ai dû faire des petits trucs de poker de temps en temps. Bref, je suis monté à 460 le jour où j'ai redémarré vraiment le poker. Et en un an, donc, il se trouve que j'ai gagné 490, donc ça représente 106%, et donc j'ai redémarré au 1er septembre 2020 à 950. Donc sachant que l'année dernière, j'ai pas joué toute l'année. Comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, je n'ai joué qu'en début d'année, la fin 2019, début 2020, et après j'ai pas joué quasiment de mars à avril, peut-être du mois de mai, juin, juillet, août, septembre, tout ça j'ai pas joué. Donc voilà, c'était essentiellement de la NL4 et sur la fin de la NL10. Pas de gain en tournoi majeur l'année dernière, j'en joue quasiment pas l'année dernière. La semaine dernière, j'ai fait un premier point, donc je me suis dit que j'allais faire donc ce suivi en vidéo, une espèce de blog vidéo, voilà, du suivi de mes performances. Donc j'avais dit que j'avais montré que j'avais 263,05 sur Winamax et 935,79 sur Unibet. Le compte PMU n'était pas encore créé, je l'ai fait cette semaine. Donc j'avais une bankroll de 1198,84, ce qui représentait déjà 248 € de gain. Alors pas depuis septembre, je n'ai pas joué en septembre. J'ai pas joué début novembre, j'ai joué que de mi-novembre à mi-décembre, donc en 4 semaines, tranquillement. J'ai surtout beaucoup travaillé mon jeu au départ, et puis petit à petit, j'ai commencé à augmenter de plus en plus à jouer au poker. Donc ce qui représente déjà un gain de 26% cette année. Voilà, en 4 semaines. Et donc cette semaine où là, j'ai vraiment beaucoup plus grind déjà, en termes de volume, j'ai un peu moins travaillé mon jeu. Même si je regarde toujours des vidéos et je regarde toujours mes notes chaque jour pour essayer de remettre des trucs dans la tête. Mais j'ai passé plus de temps à jouer. J'ai fait moins de vidéos aussi, mes montages vidéo pour ma chaîne YouTube étaient déjà prêts, donc j'avais plus de temps cette semaine pour jouer. Et donc voilà, j'ai gagné 143 € cette semaine. Bon, puis j'ai run good aussi, à part en NL500 Winamax, tout le reste j'ai vraiment bien runné. Donc 12% cette semaine d'évolution, ce qui est beaucoup. Et donc, depuis le début de l'année, ça représente 392 € d'évolution positive, donc 41% d'évolution de la bankroll totale. Juste pour dire, oui, donc ma semaine, début de semaine, c'est une semaine en U en fait, j'ai gagné beaucoup au début, beaucoup à la fin, et vraiment au milieu, j'ai vraiment eu un petit peu de galère. Surtout voilà, donc en NL5 sur Winamax, où là, ça se passe pas bien. Chaque fois que j'y vais, je sais pas, il n'y a pas moyen de gagner une cave. J'ai des setups défavorables, j'ai des erreurs aussi. Puis voilà, des bad beats, enfin bref, un peu de tout. En tout cas, ça va pas. Par contre, quand je joue NL2, NL10 sur Winamax, ça se passe bien. Donc la NL10 a compensé un peu. Mais pas tout. Enfin, d'ailleurs, je sais même, faudrait que je regarde. Alors après, j'ai fait une session de heads up aussi. En 5 € qui s'est pas bien passé, enfin j'ai dû perdre 7 €, un truc comme ça. Puis après derrière je fais du 5 max, ça se passe pas bien non plus, bref. 3, 4, 5, 6, ouais, donc faire à peu près 4-5 caves. Bon c'est pas fou, hein, mais c'est que chaque semaine, ça fait 15 jours, 3 semaines que ça dure en NL5. Et le niveau n'est pas spécialement dur, je choisis bien les tables et tout, mais bon c'est comme ça.
Et sur Unibet, par contre, ça se passe bien en ce moment. Donc lundi, 20 euros de cave. Mardi, 50 euros. Après, voilà, je compense un peu ce que je perds sur Winamax sans plus. Ça stagne un peu aussi sur Unibet. Je perds pas, je gagne pas. Ça stagne toute la semaine. Je pensais faire une vidéo aujourd'hui en disant que bah voilà, je vais pas beaucoup plus avancer que les 70 euros du début de semaine. Puis en fait, donc samedi matin, ça se passe encore pas bien sur Winamax. Ça m'énerve, je décide de... Ça fait longtemps que je pensais ouvrir PMU, tout simplement parce que à terme, je veux pas rester trop sur Unibet, parce que j'ai pas le tracker. Et donc, sur PMU, c'est le bon compromis entre les deux rooms en fait, parce qu'on a le tracker, et puis on a un pool de joueurs plus faible que sur Winamax. Donc, bon, la room elle est un peu moins agréable à jouer que Winamax, bien sûr, mais un petit peu plus qu'Unibet. Et j'ai commencé donc samedi midi, et puis tranquillement, le temps de m'adapter à la room, de mettre mon tracker comme il faut, tout ça. C'est un peu plus chargé que sur Winamax du coup, même pour que c'est le même track, même le même HUD, le même HUD. Néanmoins, j'ai réussi à m'habituer. Je ne peux pas ouvrir toutes les tables que je veux pour l'instant, parce qu'il faut que j'attende d'avoir le code de validation pour jouer les tables européennes, donc Espagne, Portugal. Donc je ne peux jouer que les tables françaises. Mais néanmoins, alors j'ai pas gagné 32,71. Hein. Dans les 32,71, il y a 5 euros de bonus de bienvenue que j'ai déjà débloqué. Et je sais pas si la rackback a déjà été comptée, elle a été doublée, j'ai dû avoir 1 euro de rackback, donc 26,71. Donc j'ai dû gagner 2,5 caves, un petit peu plus, sur les quelques mains que j'ai jouées cette semaine sur PMU. Enfin, samedi, dimanche. Samedi après-midi, dimanche. Après, dimanche, j'ai rejoué Unibet, j'ai vachement bien run, j'ai super gragne. On voit hein, 1071 moins 935, ça fait 136. J'ai dû débloquer quelque chose comme 5 ou 10 euros, je sais pas, de bonus dans la semaine, je sais pas trop, je me rappelle plus si c'est 5 ou 10. Et par contre, j'ai gagné en tournoi VIP. Donc les tournois cette semaine, je n'ai joué que les VIP. C'était la semaine des VIP. Donc j'ai dû prendre, j'ai pris 6 et 1,5, donc j'ai dû prendre 7,5. Donc voilà, je gagne 12 caves en NL10. Je fais que de la NL10 sur Unibet, que de la NL10 sur PMU, un tout petit peu, petit échantillon de NL4 en attendant une table de disponible. Mais vraiment rien, genre 2 euros. Winamax, je prends 2 euros et quelques sur le VIP. Donc voilà, je suis à une cave, 10 euros sur tous les trucs VIP, les tournois. Voilà, avec un peu de bonus et tout, mais en gros, 10 et 15, 25, allez, à peu près 120 euros de cash game, quoi, pur, de gain en cash game, voilà, pour donner une idée. Ici, j'ai fait un graphique. Bon, il n'est pas représentatif au niveau de la courbe, puisque ça, c'était ma première année de reprise. Ici, c'est les 3-4 premières semaines de cette année qui sont synthétisées juste ici. Donc, c'est à partir de maintenant qu'on va voir vraiment l'évolution de la courbe réelle. Sachant qu'ici, ça c'est bon, ça c'est bien la semaine dernière. Bon, sachant que c'est une semaine particulière, je pense que ça va être assez rare de prendre l'équivalent de 14K en une semaine. À moins que je fasse vraiment du volume et que je joue bien. Mais je pense que là ça a run good quand même aussi. Même si là-dedans il y a des bad beats, même si voilà, comme je dis sur Winamax c'est compliqué, sur un NL5, à chaque fois que j'y vais, j'y arrive pas. J'ai l'impression de pas jouer pareil aussi, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça me fait jouer différemment, je sais pas. C'est bizarre, bref. On verra, c'est peut-être moi qui psychote. Je m'en fais pas, je continue d'essayer de jouer du mieux possible. Ok, en dessous, on va parler de gestion de bankroll vite fait. J'ai mis gestion de BK dynamique, parce que pour moi, il y a plusieurs façons de gérer sa BK, et je pense que dans les vidéos, on parle souvent de pas mal de critères, mais il y en a qu'on oublie, j'ai l'impression. On peut faire une gestion... Enfin, quand on n'est pas professionnel de poker, déjà, on n'est pas obligé de vraiment chercher à se protéger contre le risque de ruine, c'est-à-dire que la variance nous défonce, puisque c'est un fait, c'est possible que ça arrive, mais c'est pas notre métier, on ne cherche pas à retirer de l'argent tous les mois pour vivre de cette activité, donc on peut se permettre d'avoir une gestion de bankroll plus à risque. Néanmoins, il faut prendre sa personnalité. On n'est pas tous égaux dans la gestion de l'argent, on est tous différents, je veux dire, surtout.
Moi, personnellement, je suis assez conservateur de base. Je ne suis pas quelqu'un qui est gambler dans l'âme. Donc, je sais d'expérience que j'aime bien avoir du confort dans ma gestion de bankroll. Je ne suis pas quelqu'un qui va jouer une limite avec 30 caves, redescendre s'il lui reste plus que 20 caves à la limite du dessous, ou 40 caves. Voilà, je suis pas trop à l'aise avec ça. J'aime bien jouer là, NL10, j'ai 134 caves, je trouve ça top. Quand j'ai joué de la NL2 longtemps avec plus de 200 euros, c'est hyper confortable quoi. Là, on peut vraiment jouer son e-game. Si on a un bad run, déjà ça nous irrite comme. Enfin, c'est quand même. Ça nous touche forcément un peu. Quand ça dure longtemps et que c'est un bad run un peu profond. Bah, quand je dis bad run, attention, il y a plein de fois on dit qu'on est en bad run, mais en fait c'est pas un bad run. Quand on commence à vraiment regarder les mains, on voit qu'on fait des conneries. Mais en tout cas, qu'on run pas bien au niveau des résultats. Peu importe si c'est de la variance ou le fait qu'on joue mal. Donc c'est important d'avoir de la stabilité, je pense. Enfin, moi personnellement, je n'apprécierais pas de devoir mettre ma carte bleue tous les mois pour jouer au poker ou toutes les semaines. Donc ça c'est un truc que j'ai jamais fait, par exemple. Je rappelle que j'ai mis 50 euros sur Winamax au départ et je n'ai jamais remis. Les seules fois où j'ai utilisé ma carte bancaire, c'est pour faire des bonus, pour avoir les bonus de redéposit. Donc je mets 150, 200 euros et je les retire 3 semaines plus tard pour juste avoir le bonus et le débloquer après. Donc c'est juste dans ces cas-là que je remets. Ou là, parce que je viens d'ouvrir. D'ailleurs, je sais pas si j'ai montré un. Je vais pas montrer mon pseudo, mais ça c'est la room PMU, donc on voit 332,71. Mais j'ai mis 300 euros pour démarrer un fonds de roulement. Mais je les compte pas dans ma bankroll, quoi. Je compte que les 32,71. Un de ces quatre, je vais retirer 300 d'Unibet, et puis comme ça, j'aurai retrouvé mes 300, et comme ça, je pourrais compter tout. Mais les gains réels, c'est 32,71. Ok, donc c'est juste dans ces cas-là, quand je démarre une room, parce que voilà, si je peux pas enlever sur Winamax, j'ai pas beaucoup, donc diviser ça BK en 3, c'est compliqué, donc je préfère faire ça. Moi, je m'en fous, je peux, j'ai largement ce qu'il faut. Donc voilà, je fais comme ça. Mais je vais montrer aussi vite fait, je sais pas si j'ai montré tout à l'heure, parce que j'ai dû refaire cette vidéo vu que j'ai des petits problèmes de micro. Donc j'ai bien 1071,71 sur Unibet. Et puis bah, Winamax, là ça me dérange pas, connaissez mon pseudo, 237,59. Voilà, donc comme ça, ça confirme les chiffres. Et après, juste pour dire aussi, je vais juste vérifier un truc. Voilà. Donc ça c'est Unibet, actualisé, hop, du 6 au 14, j'ai pas déposé d'argent sur Unibet, hein, donc comme ça vous verrez bien qu'on ne pourra pas avoir de mauvaise langue en disant oui t'as rajouté de l'argent, non, il n'y a pas de dépôt, hein, actualisé. Du 6 au 14, il n'y a rien. Et sur PMU, j'ai bien mis 300 au départ, approvisionnement carte bancaire pour démarrer, que j'ai basculé sur PMU Poker, et j'ai eu 5 euros d'offre de bienvenue, de bonus débloqué. Voilà. Donc ça, comme ça, c'est réglé. Parce que j'avais déjà fait une vidéo la semaine dernière pour prouver déjà Unibet et Winamax. Donc gestion de BK, je disais donc que personnellement, voilà, j'aime pas remettre la carte bancaire et j'aime bien avoir du confort dans ma gestion de BK. Donc voilà ce que je propose, c'est une gestion de BK où on se donne 10 caves quand on tente une limite au-dessus, tout simplement parce que certains disent ouais on peut monter à 4 caves, 5 caves pour essayer de faire un shot dans la limite du dessus. J'aime pas trop parce que la moindre variance naturelle du poker en cash game va faire qu'on peut très souvent avoir moins 4 caves, quoi. Pas forcément sur une seule session, mais sur 2 sessions, c'est possible. Et donc c'est un peu dommage de monter et de rester que 1 ou 2 sessions, 3 sessions, et de devoir arrêter parce que voilà, on a perdu 4 caves. On a à peine le temps de s'habituer au field, aux nouveaux montants, aux façons de jouer, à nous psychologiquement, parce qu'on a tendance à psychoter aussi en se disant que ça va être beaucoup plus dur, qu'on va peut-être pas jouer parfaitement notre jeu habituel. Donc voilà, tout un tas de raisons. Et puis aussi parce qu'on n'a pas, a priori, pas trop de stats sur les nouveaux vilains, les adversaires. Dans notre tracker, il faut le temps de jouer des mains contre eux, donc on va peut-être pas être optimal au début, bref. Donc, je préfère 10 caves déjà. Pour ça, pour la variance, parce qu'il faut aussi que quand on monte de limite, bah, la variance suive. Si on se tape un petit bad run, parce qu'il y a des bad runs profonds, il y en a qui sont moins profonds, qui sont moins longs, bah, si ça tombe pile quand on monte de limite, bon bah c'est pas de bol, hein, ça va pas le faire.
Alors qu'avec 10 caves, on a peut-être un peu plus de chances de le passer. Perdre 10 caves, c'est quand même un peu plus rare que perdre 4 caves d'affilée. Voilà, on peut même faire plus, hein. Mais bon, je pense que 10 caves c'est bien. Donc en fait, en gros, à part au début, derrière, j'ai mis, quand j'ai 60 caves de la nouvelle limite, mais je vais la tenter. Et puis si j'en perds 10, ben, je me retrouverai à 50 caves. 50 caves, donc par exemple, de NL25. Donc là, si je fais, une fois que ma bankroll a 1500, je suis en L10. Moi actuellement, je suis en NL10. Quand ça va arriver à... Non mais d'ailleurs, c'est pas bon ça. Ah oui, mais c'est parce qu'ici, elle est NL20. Voilà, c'est ici. Je me perds dans mes propres tableaux. Voilà, donc je suis en NL10. Quand je vais atteindre 1500 euros, je vais pouvoir monter en NL25. Donc NL25, ça va bien me faire 60 caves. Si j'en perds 10 et que je redescends en NL10, ça me fait bien... donc, non, hop là. x50. C'était x25, pardon. Donc ça fait que j'aurai une bankroll de 1250. Donc c'est bien marqué ça. Et donc ça me fera 125 caves en NL10. Donc je suis très 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 large. J'ai un matelas qui me rattrape et donc je prends le temps de regagner les 250 euros nécessaires pour retenter une deuxième fois. Ce qui me prendra 25 caves, ça me prendra 15 jours, 3 semaines, 1 mois globalement dans ces eaux-là pour pouvoir refaire une tentative. Donc on peut faire ça de manière régulière et jusqu'à réussir à avoir soit le niveau, soit le bon run pour rester en 25. Donc moi c'est ce qui s'est passé en L4. Autre chose, donc évidemment en dessous c'est pas la peine peut-être d'attendre autant. 200 divisé par 4, ça nous fait 50 caves, on monte en NL4, on en perd 10, ça nous fait 160. On redescendra en NL2 avec 80 caves, c'est suffisant. La NL2 est la limite la plus facile à battre. La NL4, honnêtement, c'est le même niveau. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs dans les rooms où il n'y a pas de NL2 qui vont se caver à 2 euros sur les NL4, donc c'est encore plus facile de les déstacker, puisqu'ils n'ont que 50 blindes. Et je rappelle, si tu débutes au poker, que déstacker quelqu'un qui a 100 BB, donc une cave max à une table de cash game, dans un pot qui n'est pas 3 bêtes, c'est un peu plus compliqué. Alors que si la personne n'a que 50 blindes, a une demi-cave, donc à une table à 4 euros, elle ne met que 2 euros, c'est hyper facile, même dans un pot qui n'est pas sur-relancé pré-flop, qui n'est pas 3 bêtes, c'est facile de déstacker en 3 streets. Donc flop, turn et une mise river suffit pour prendre facilement la demi-cave. Donc dès qu'on a une bonne main, qu'on sait qu'on est devant l'adversaire, c'est hyper facile de le déstacker. Donc c'est ça que les joueurs récréatifs n'ont pas compris, c'est que pour nous c'est encore plus simple. Bon après c'est sûr que c'est moins rentable, on préfère déstacker quelqu'un à 100 BB hein, ou plus, mais voilà, donc il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer à 2 euros sur la NL4. Pareil, après, c'est des joueurs qui gardent la même attitude. Ils vont monter en L10 avec 5 euros, j'en vois plein. Voilà, ils vont pas mettre plus que 5 euros. Donc c'est hyper facile en fait de les déstacker. Sauf s'ils sont très très nits, très serrés. Bon là c'est voilà, évidemment c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est une première erreur qu'il faut pas faire. Il faut toujours monter KV max et qui peut 1500 euros peut plus. C'est-à-dire que moi personnellement, il y a des grandes chances que j'attende d'avoir 1625 pour monter vraiment un L25. Mais je sais que je peux le faire, je peux faire une petite tentative si j'ai envie de me faire un kiff à ce moment-là, je pourrais. Mais je sais que globalement, je serais plus à attendre 1625 parce que ça me ferait genre donc 15 caves pour pouvoir vraiment me donner un maximum de chances de rester sur la NL25. Autre point, dans la gestion de bankroll, il y a le financier, mais il n'y a pas que ça. Donc j'ai dit, il y a l'émotionnel aussi, hein, donc la relation à l'argent. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui démarre en L2, qui décide de mettre 100 euros, ou 200 directement pour commencer un L4, voilà, ça dépend. Si on gagne 4000 euros par mois et qu'on les dépense pas, on n'a pas une vie de fou, on s'en fout de perdre 200 euros même toutes les semaines, c'est pas gênant. Mais quelqu'un qui est au SMIC, bon, ou qui est étudiant, ça peut être compliqué de perdre 200 euros, donc, ou 100 euros. Donc déjà, faut faire par rapport à soi, quoi, par rapport à sa relation à l'argent. Autre point, je dirais, il y a le niveau aussi à prendre en compte. Par exemple, moi ça m'est déjà arrivé par le passé, bon, de chip des tournois, notamment une fois j'avais gagné 2 tournois en 2 jours, donc j'avais gagné 900 et quelques, et puis après derrière 300 et quelques, plus ma BK qui était déjà à 1000 et quelques, donc j'ai passé à une BK à 2000, 2005 du jour au lendemain, et j'étais entre NL5 et NL10. Et c'est pas pour autant que je suis allé jouer de la NL30 quoi, ou la NL25 quoi.
Il y a le besoin aussi de battre la limite à laquelle on est avant d'aller sur celle au-dessus, quoi. Je veux dire, si demain je type un gros tournoi et que je sais pas, je me retrouve avec 6 000 € de bankroll, alors que je suis même à peine en NL25, je vais pas aller jouer de la 50. Le but, c'est pas de recracher tout ce qu'on a gagné difficilement. Donc il faut garder sa BK de confort. On peut, si c'est des grosses sommes comme ça, on peut se faire un kiff, hein, on peut retirer de l'argent. Moi, je me suis déjà acheté une guitare, je me suis fait des tournois live de temps en temps pour me faire plaisir, quoi. C'est ça aussi, hein, grinder sur internet, faut pas hésiter. Après, il faut pas trop impacter sa bankroll quand elle est petite. Là, pour moi, c'est hors de question de retirer. Même si je me paye du coaching, je vais me le payer moi perso, je vais pas le déduire tout de suite. Peut-être un jour, je reprendrai l'argent plus tard, mais faut garder quand même la bankroll pour qu'elle monte, quoi. Parce que sinon, j'ai pas envie de rester en NL10. Enfin, j'aimerais bien, hein, me poser en 25-50 le plus rapidement possible. Donc, je fais grossir la BK. Donc ça, c'est un autre point. Pas trop se ralentir non plus. Mais on peut se faire des petits cadeaux, hein, ou s'offrir un tournoi exceptionnel sur Winamax, si on est sur Winamax par exemple, parce que bon, les autres je connais pas trop les tournois, mais c'est pas fou. Mais il y a des beaux tournois sur Winamax. Je ne joue pas à PokerStar, mais il y en a certainement sur PokerStar aussi. Et de temps en temps, il y a des super trucs sur PMU aussi, hein, voilà. Voilà, on peut se faire un tournoi de temps en temps pour se faire un kiff, mais pas trop cher, et puis, faut vraiment que ça reste exceptionnel et que ça soit parce que voilà, on a réussi, admettons, à battre la 10, on est enfin installé en 10, la BK est montée, on peut se faire un kiff, faire un tournoi à 10, 20 € sans problème. Ok, une fois. Juste pour se faire plaisir, pour se féliciter. Bon, moi je le fais pas, je suis très 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 rigoureux, je fais des tournois à 5 € maximum à l'heure actuelle. J'en fais très peu, j'aimerais bien faire plus, mais pour l'instant, je suis objectif cash game. Mon but, moi, c'est vraiment d'atteindre au moins la NL50 un jour, parce que je pense que voilà, ça permet de financer beaucoup de tournois à 5 et 10 €, et donc de potentiellement prendre des gros sous quand ça passe. Donc après, je travaillerai un peu plus mon jeu en tournoi, un de ces quatre, quand j'aurai bien stabilisé mon jeu en cash game. Donc dans ce tableau, il y a le nombre de caves à gagner à chaque fois pour passer au niveau supérieur, qui est calculé automatiquement. Il y a par rapport à là où j'en suis, voilà, il me dit qu'aujourd'hui il me manque 157,99 € pour aller atteindre les 1500 et donc aller jouer. Alors j'ai dû mettre par rapport à la NL25 parce que je ne compte pas jouer la 20 sur Winamax et pas la 30 non plus. C'était juste pour montrer toutes les limites qui existent. Mais moi perso, je vais plutôt rester sur PMU et Unibet. Donc ça me laisse encore 15,8 caves à gagner en NL10 pour pouvoir commencer à faire la NL25. Néanmoins, honnêtement, comme je l'ai dit, je risque de... Enfin, je vais peut-être faire des petites tentatives, mais... Ah oui, c'est ça aussi, je peux dire. On peut mixer aussi. C'est pas parce que... vous le voyez dans les vidéos que je fais, c'est pas parce que je suis en NL10 que je vais pas jouer de la 4, de la 5. Voilà, on peut s'amuser, il y a des fois... j'aime bien faire des heads up, voilà, par exemple en NL2 pour m'entraîner. Il y a des matins pour m'échauffer, j'ai pas envie de commencer en 10 tout de suite, je vais faire de la 5 ou de la 4. Ou l'autre jour sur PMU, vu que j'ai pas accès à toutes les tables pour l'instant, j'avais pas de table dispo, donc j'avais fait un peu de NL4. Voilà, c'est pas interdit, quoi. Et donc j'aime bien aussi mixer quand je monte. Par exemple, quand je vais commencer à faire de la 25, je vais continuer de jouer un peu de 10, soit pour m'échauffer déjà. Et si une session se passe bien, je vais faire un peu de 25 derrière. Et puis aussi, si je fais une petite session à 25, je perds, admettons, une cave ou deux au bout d'une heure, je m'arrête, je vais refaire de la 10 derrière, comme ça je vais attendre de regagner quelques caves, et puis hop, je vais continuer. Comme ça me permet... En fait, le but, moi je trouve que ce qui est important, c'est que quand on monte de limite, c'est d'essayer d'y rester le plus longtemps possible, jusqu'à pouvoir gagner suffisamment de caves dans cette limite pour pouvoir ne plus avoir à redescendre en fait. Le but, je pense, quand on monte de limite comme ça, par exemple sur une gestion comme ça, on se donne 10 caves, c'est d'essayer de gagner les 5 premières caves le plus rapidement possible, les 5 à 10 caves le plus vite possible, parce que ça nous fera un matelas de 15-20 caves, on ne sera pas obligé de redescendre de la limite, et comme ça on pourra s'y installer. Donc ça on le décide pas, tout dépend pas de nous, hein, ça dépend aussi de la variance, il faut qu'elle soit dans le bon moment aussi, au moment où on monte, hein. Si on se tape un bad run pile moment, c'est compliqué. Il faut qu'on ait le niveau, on ne sait pas jamais trop si on va avoir le niveau nécessaire ou pas à la limite au-dessus, si on n'y a jamais été. Donc il faut aussi prier pour qu'on ait le niveau nécessaire, bon pour ça il faut bosser.
De toute façon, si on retombe à la limite en dessous, avec le tracker, on aura les mains, donc on va pouvoir les retravailler, prendre un coaching avec quelqu'un qui est meilleur que nous pour nous aider à revoir ses mains et à dire, bon ben voilà, voilà ce qui te manque, voilà ce qu'il faut que tu travailles. Bref, il y a de la matière à travailler derrière, donc c'est intéressant. Il y a aussi une habitude qui va s'installer à force de la tenter, cette limite. Moi à la fin, la NL10, la première fois, voilà, c'est de la NL10, c'est fou, puis après au bout d'un moment on s'habitue. Bon, la première fois je vais faire de la 25, ça sera pareil, quoi. C'est à chaque fois qu'on monte de limite, c'est un petit peu plus un peu plus cher, donc voilà, même s'il faut voir ça comme des jetons et pas comme de l'argent. Mais voilà, il y a tout un tas de paramètres, donc voilà, la relation à l'argent personnel, le, le comment dire, la personnalité aussi. Moi j'aime bien, voilà, avoir du confort, de savoir que c'est profond derrière, j'ai beaucoup de caves de réserve, et je sais que par expérience la variance ne n'ira jamais taper. Maintenant que je suis à 1300, c'est quasiment aucune chance que j'ai besoin de redescendre dans un L5 un jour. Parce que dans ces limites-là aussi, au bout d'un moment, quand on joue pas trop mal, même si moi je fais encore beaucoup d'erreurs, j'ai beaucoup de leaks, je fais des grosses erreurs, je le vois dans les pots que je revois, il y a des fois je me dis, ça c'est pas possible, je ne me suis pas rendu compte en temps réel, mais pour autant, les limites là, 10, 5, 4, 2, ça va, quoi. On croise tellement de mecs qui nous livrent tout facilement que ça compense le fait qu'on n'est pas forcément au top. Je pense qu'après ça pardonne moins, plus on monte. Surtout NL50, je pense. NL25, je pense qu'on peut encore s'en sortir sur ces rooms-là, Unibet, PMU. Enfin, je vais voir, quoi. Je pense qu'il y aura des joueurs un peu plus agressifs et un petit peu plus durs à jouer, mais il y aura toujours autant de récréatifs vraiment mauvais. Donc voilà. Je pense qu'en NL2, si on bosse son jeu très vite, il n'y a aucun problème pour battre la NL2. La NL4, il n'y a aucune différence. La NL5, un petit poil plus sur Winamax. La NL10 a encore un petit peu plus. Puis après, à chaque limite, bon, il y a un petit écart, quoi, quand même. Hein. C'est normal. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je pense que bon, dans les vidéos prochaines, s'il y a des choses qui me reviennent, bah, voilà, j'en referai part. N'hésite pas à me dire en commentaire hein, ce que tu penses de ça, de la gestion de bankroll, de ce que je viens d'expliquer. Il y a des facteurs psychologiques, il y a des facteurs personnels, il y a des facteurs de niveau de jeu, il y a des facteurs de... les tournois, moi, comme je l'ai dit, hein, je sépare pas mes gains de tournoi, je les laisse dedans. Par contre, je sais que voilà, c'est pas parce que demain je vais gagner un gros tournoi que je vais tout de suite up en NL100 ou NL50. Enfin bref, non. Je reste lucide sur mon niveau et j'ai pas envie de défoncer ma bankroll. Autant l'utiliser pour se payer du coaching par exemple, ou voilà, pour se donner un maximum de chances en fait de progresser, quoi. Ce sera beaucoup plus intelligent que d'aller jouer 2-3 limites au-dessus juste parce qu'on a chaté un tournoi. Enfin, chaté ou bien joué, hein, parce que. Voilà, et. Voilà ce que je voulais dire. Parce que oui, il y a des joueurs qui vont séparer le cash game des gains de tournoi et chaque chose est gérée séparément. Moi, je pense que quand on est comme moi, quelqu'un voilà, qu'on fait ça de façon amateur, c'est sa passion. Je veux monter, je veux faire que la bankroll monte, je veux hausser mon niveau de jeu, je veux jouer plus cher, mais voilà, je m'en fous. Je mélange les deux, quoi. Mais par contre, je suis lucide, je fais attention. Je regarde quand on a le tracker, on va plus se focus sur déjà les gains. Pour se prouver qu'on gagne une limite, c'est de gagner, je sais pas, 30 caves à la limite en EV, quoi. Mais pas en gain réel, mais en EV. Parce que des fois, on peut chatter un peu aussi par rapport à l'EV. Donc plutôt regarder ça et puis avoir un sample de main qui est assez conséquent, quoi. On a joué beaucoup de mains. Bon, je sais qu'il est de facto bon parce que Unibet, je n'ai quasiment joué que de la NL10 depuis que j'ai arrêté la NL4 bah, ça fait un moment que j'y suis, donc je sais que j'aurais fait un nombre suffisamment de mains suffisamment important pour que ce soit représentatif et que je pense que ça sera bon pour la 25. C'est pour ça que PMU va être plus pratique pour moi parce que je vais avoir le tracker qui va me conforter ou à terme je vais faire plus de volume sur PMU, quoi. Donc comme ça j'aurai des datas et ce sera un petit peu plus facile pour moi pour pouvoir vérifier que je bats un jour peut-être la 25. Je pense honnêtement qu'au pire, moi je devrais pouvoir stagner en 25, c'est-à-dire pas forcément être grand gagnant mais pas perdant non plus. Et je pense que bon bah je continue de travailler de toute façon mon niveau hein, personnel pour progresser, mais je fais ce que je peux en tout cas et je pense que ça suffira pour la 25. On verra. Après il n'y aura pas que des semaines comme ça, hein, je m'y attends.
Ok, bah maintenant dans cette vidéo, je te propose de voir le plus gros pot perdu de la semaine et le plus gros pot gagné aussi d'abord. Le plus gros pot gagné et ensuite le plus gros pot perdu. Voilà, donc on est sur le replayer donc de Hold'em Manager. Donc c'est demain, je le rappelle que j'ai joué donc en NL10 sur PMU. Et donc on se retrouve MP. Il manque un joueur, il n'y a personne ici en UTG. Avec une paire de 10. Donc je open 30 centimes. On a le small blind qui call et la big blind qui fold. Donc pour parler vite fait, 28-24, on a 130 mains sur lui. Donc un poil loose pré-flop, encore que ça va. Enfin, je veux dire, par rapport à quelqu'un qui serait tight, inférieur à 30, ça va. Hein. Il joue 28% de ses mains et 24% en relançant, donc c'est quand même beaucoup. Et c'est très très proche, ce VIP-PFR. Il joue beaucoup bouton small blind, énormément small blind. D'ailleurs, 63% d'open en small blind, c'est beaucoup. C'est déjà pas facile à être rentable à cette position en ouvrant tout ça. Il ouvre un poil plus UTG, certainement du fait qu'il pense qu'il a plus de crédibilité lorsqu'il est UTG. Beaucoup de 3 bêtes, 20%. Donc là, il ne 3 bête pas. Donc c'est quand même une donnée à prendre en compte. Hein. D'ailleurs, small blind MP, 40% sur 5 occurrences. C'est beaucoup. Et là, il ne 3 bête pas. Donc déjà, a priori, on n'est pas sur du As-As, Roi-Roi, Dame-Dame, As-Roi, As-Dame, je sais pas moi, Roi-Dame, suité. Il n'y a pas toutes ces mains-là, a priori, dans sa range. Déjà de base. Et puis après, derrière, on voit c'est un profil a priori. Alors ça va mettre beaucoup de temps à se... Il faut beaucoup plus de mains pour être sûr, mais a priori, il va à 57% au showdown. Donc ça veut dire qu'il aurait un profil calling station, post-flop, et assez agressif, hein, 3,6 d'AF. Voilà. Voilà pour son profil vite fait. On se retrouve avec un brelan de 10. Il check. Je décide de checker parce que je bloque la top pair évidemment parce que j'ai brelan. Et comme on l'a dit, a priori dans sa range, il n'y a pas... Il n'y a même pas valet-valet plus, donc c'est un board rainbow, il n'y a pas de tirage flush. Il y a genre juste 8 et 9, valet 9, valet 8 suité, des choses comme ça qui ont un draw, mais c'est tout quoi. Le reste, ça va. Peut-être il a 5 et 6 aussi, suité, c'est possible, dans sa range. Et après, il a brelan de 7, brelan de 4 éventuellement, qui peut check comme ça. On arrive sur un valet, il décide de lead, vu que j'ai pas ses bêtes au flop. Il met 25, ça doit être du 3 quarts ça, un truc comme ça. 0,70 divisé par 0,49. « 70%, un peu moins. 70% du pot, donc il met cher. Là j'ai plusieurs options, je peux call, je peux raise. Il y a 8 et 9 donc qui est rentré, qui fait quinte. Donc, a priori je vais just call pour l'instant. River, on se retrouve avec un Magic Carré de bienvenue sur PMU. Donc là, bon, déjà, ça va être plus facile à jouer la River. Mais le but du jeu, c'est que lui, il a 19 € hein, en NL10. Et puis moi, il m'en reste 14, enfin 13,85. Et il va falloir prendre le maximum. Donc déjà, il y a une petite éclaircie au tableau, puisque déjà, il nous met 2 € dans 1,68. Donc il overbet. Sachant qu'il a mis cher au turn, ce qui voudrait dire qu'il a une bonne main. Mais il ne nous a pas 3 bêtes pré-flop, donc j'exclus les valets-valets, hein, a priori de sa range. Sachant que c'est un gros 3-betteur, et dans cette position. Donc il nous reste paire de 7, paire de 4, qui peut jouer comme ça. Donc contre paire de 7, paire de 4, on est sur du full, donc a priori il va jamais lâcher en ayant 57% en voyant les flops, il va jamais lâcher un full. Ok, et 8 et 9, on peut l'exclure de sa main maintenant, je pense, de sa range.
Parce que 8 et 9, allez, soit il va mettre genre demi-pot et fold, ou 2 tiers pot et fold, au pire 3 quarts pot et fold, sur une relance. Mais il va pas overbet en fait. Et donc là, vraiment, les seules mains que je vois ici, c'est 7-7, 4-4, et 8 et 9, il joue pas comme ça. Okay, donc je pense pas non plus qu'il va check call une straight ici. Mais je pense qu'il peut quand même décider de bet parce qu'au pire, il va se dire que j'ai un valet indice sec, même si j'ai trips, je vais pas lâcher, donc il va quand même mettre une mise, mais pas overbet. Donc pour moi, ici, il a full. Et je pense qu'il lâchera jamais, donc j'envoie le pâté. Bah, une méga cartouche, et puis on prie les dieux du poker pour qu'il lâche pas sa main. Et puis bah il a pas pu lâcher visiblement, et il nous a chocho un petit full par les 7. Une main assez logique dans sa range. Donc là on a chaté le spot. Maintenant on va voir la pire main de la semaine. Ok, du coup, donc là on se retrouve sur Winamax, un NL10 aussi. Et on est au bouton avec 9 et 8 suités. Il y a 2 folds devant nous. Et donc on y va pour 2,5 BB au bouton. On se fait call par le small blind et on se fait call par le big blind. À noter quand même qu'on voit en NL10, hein, même sur Winamax, on peut trouver du 58-50, du 48-29, du 33-21, ça va, mais quasiment 12% de 3 bêtes, c'est déjà chaud, avec presque 70% de ses bêtes au flop. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? 20, 13, ça c'est plus standard. Un peu serré. Voilà, donc on arrive à quand même trouver des tables intéressantes. On trouve un trips au flop. Donc on se dit qu'on est bien parti. Ça check. Là, j'ai décidé de check. Non, de miser. Bon, on est dans 2 joueurs. Ah oui, voilà, parce que de toute façon, ici c'est un flop que je vais c-bet range. Face à 2 adversaires. Je vais c-bet toute ma range. Et là, je mets demi-pot, je face à 2 adversaires. J'ai frappé le board, donc je mets demi-pot. C'est un standard jusque-là. Je me fais call par le small blind et raise assez cher. Le pot fait un 51, 5, 6, 7, 8, un 89. Il met un 40. Donc il bête pas pot. Ok. Bon, il relance en gros 55% du pot. Donc il faut additionner en fait ces 0,38 au pot. Et ce qui reste, donc les 1,40 moins les 0,38 là, les 1,02, on va diviser le pot par ça. Et on fait 100 divisé par ça. Et ça nous donne exactement 54%. Il relance 54% du pot ici. Donc moi, j'ai 1,02€ à rajouter dans presque 3. J'ai quasiment une cote de... Enfin, on voit j'ai une cote de 26%. Donc évidemment, je vais call. Il peut faire ça ici avec un 7. Ok, il se retrouve face à 2 adversaires. Peut-être il se dit que voilà, moi j'ai ses bet range quoi qu'il arrive là-dessus, mais après lui, quand il colle, il a un petit quelque chose. Et après, il met pas plus cher que ça, parce que bon, en gros, s'il a perdu une turn, il aurait pu mettre pot quoi. Donc, en tout cas, bon, voilà, on peut le mettre sur un 7, on peut le mettre sur une overpair qui aurait pas squeeze, mais c'est assez étonnant. Il 3-bet beaucoup, donc après on l'a jamais vu squeeze, mais peut-être c'est un move qu'il est pas fan. Mais en tout cas, il aura peut-être plus squeeze. Pré-flop, une grosse paire, donc paire de 8, peut-être il peut faire ça aussi. Une paire intercalée. Bref, on call. Sachant que je bloque un 8 en plus, ça c'est aussi un truc dans cette main. Et le small blind s'accroche également. Donc là, ça commence à être un peu bizarre. Vient un 7 qui nous fait donc full.
check, et c'est bête. Et donc on a une cote de 20%. Du coup, ici, j'ai pas envie de raise. Parce que bon, le flush draw, je mets personne sur un flush draw ici. Il met pas cher ici. Sur la doublette du 7. En fait, si lui-même a un 7, c'est assez probable. Ben, c'est vrai que souvent, quand les joueurs mettent moins cher à chaque street, c'est peut-être que leur main se dégrade. Peut-être s'il a une paire de 8, justement, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Bon, bref, en tout cas, pour l'instant, je pense que c'est encore un call. Et on a encore un call de la small blind, donc on se retrouve dans un pot énorme qui fait déjà 100 bébés, et il nous en reste encore derrière. Et on se retrouve sur une flush qui rentre river, mais pour moi, elle est anecdotique, en fait, cette flush. Et là, je me dis en gros que lui, moi je le mets vraiment sur un 7 vu comment il a joué sa main. Et lui, je me dis c'est pas possible, il a un 9, mais bon, moi-même j'en ai un, donc il en reste plus que un dans le paquet. Bref. Et là, small blind shove. Là, on commence à se dire c'est pas possible, il y en a un qui a paire de 7. Franchement, quand lui a fait ça derrière, reshove, je me suis dit ok, c'est bon, il y en a un qui a paire de 7. Mais il y a surtout, il y a plus de mains avec un 7 tout court plutôt qu'une paire de 7. Mais et une main qui pourrait avoir le dernier 9. En fait, je me dis je peux pas vraiment folder ici. Alors, c'est un peu faussé parce que comme il refait tapis, mais en fait, en réalité, pour moi, la cote de pot est pas bonne ici, parce que moi, je joue pas les 10,94 €. Dans ces 10,94 €, je ne joue que 6,70 mon stack. Donc en fait, le vrai pot, c'est 15,37 plus 6,70 deux fois. Voilà, divisé par 6,70, ce qui nous fait du 4,29. Voilà, donc moi j'ai 23%. Faut que je sois bon 23% du temps. Bah si, il l'a bien calculé, je savais pas s'il faisait... voilà, ok, donc 23% du temps... il faut être bon, donc c'est quasiment juste une fois sur 5 presque. Et donc je pense que j'ai estimé de toute façon que je pouvais pas folder ici, et fuck s'il y a un carré de 7 en face. Mais pour moi il y avait aussi beaucoup de chances qu'il y ait un 7 en face et un autre qui est un 9 et que ça split. Ce qui est sûr, c'est que je gagne pas la totalité du pot, j'étais quasiment sûr de partager avec quelqu'un d'autre. Et on se doute bien qu'on y est, mais sauf que j'aurais pas mis la paire de 7 ici. C'est vrai qu'au départ, comme il a pris le lead, je mettais plus un 7 ici. Mais après, c'est assez logique, hein. Lui, il l'a joué soft, il avait le full floppé, il avait carry turn, donc c'est vrai que son move fait sens. C'est lui qui prend le lead river parce qu'il veut pas laisser place à un check devant une flush, devant des tirages full. Enfin, des full possibles, il veut prendre le maximum. Et il a bien joué le coup. En même temps, c'était easy game pour lui. Et donc, on s'est retrouvé face à un roi 9 qui a call pré-flop, qui n'a pas 3 bêtes, effectivement, puisqu'il avait une bonne cote, il était big blind, il avait juste à compléter. Et puis, il a trouvé magic flop aussi. Et puis, moi, derrière, voilà. Donc, voilà le plus gros pot qui s'est envolé. 250 bébés, près de 248 bébés. Et donc moi sur ce coup là, j'avais combien pré-flop? J'avais 10 €, donc ça va. Je perds 10 €, donc ça va. Mais voilà, c'était le plus gros pot de la semaine. Full carré. C'est des choses qui arrivent. Après, je crois qu'on a parlé dans le chat, je crois bien. Ah non, c'est pas cette main-là. Où le mec était surpris que... Non, après, oui, ou si, c'est peut-être cette main-là qu'on a parlé, vite fait. Bon, j'étais pas énervé, hein, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, ça arrive. Et c'est un setup, comme on dit. Voilà pour cette review de la semaine. J'espère que si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à mettre un like avant de partir. Je te donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo dans 2 jours.
C'était Antoine pour Poker et Stratégie, et donc je te donne rendez-vous dans une semaine pour mes prochains résultats, sachant que je ne vais pas jouer aujourd'hui, je commence à partir de mardi. À bientôt, salut salut.